Dans la configuration actuelle de l'économie, les crises apparaissent régulièrement comme des éruptions volcaniques qui secouent le système. Quelle que soit leur ampleur, ces crises ne l'abattent pas pour autant. Au contraire, il semblerait qu'elles le renforcent. La crise financière de 2008 n'était jamais censée arriver. Depuis 30 ans, le noyau dur des économistes nous disait que des crises de l'ampleur de la Grande Dépression des années 30 ne pouvaient plus arriver. On a compris le capitalisme, on sait comment il fonctionne. Il fonctionne mieux. Plus jamais on aura des crises comme ça. Et de toute façon, la crise de 1930, c'était parce que les gouvernements avaient fait des bêtises et ce n'était pas à cause du marché. Et la crise arrive. Je dois dire qu'en 2008-2009, je pensais véritablement que les économistes mainstream allaient changer. La reine Élisabeth a écrit à une association d'économistes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vu ça arriver? La reine Élisabeth a posé la question. Les économistes ont dit oui, bon, peut-être qu'on a fait des petites erreurs. Mais en gros, ils pensent toujours que le présupposé de départ est exact et ne veulent pas en démordre. Donc oui, effectivement, cette croyance dans le bienfait du marché, elle dépasse le caractère rationaliste, scientifique, si on veut. Elle est clairement une croyance qui est quasi absolue. Le marché est vraiment une fin en soi. Le marché n'a jamais tort. Même un mauvais marché sera toujours meilleur qu'une bonne réglementation. Donc en fait, il vaut encore mieux favoriser le marché, même quand le marché a quelques effets négatifs sur l'économie et la société, que de vouloir remplacer le marché par de l'intervention publique directe. Par contre, l'État intervient, mais l'État intervient uniquement pour permettre au marché et à la concurrence d'être les plus étendus possibles. Si on régule les marchés via un processus démocratique, les marchés sont de fait contrôlés par ce processus. Si on insiste sur le fait que le marché à court terme est libre, entre guillemets, le marché peut dominer la société et créer des poches de richesse excessives. Et ces poches permettent à des individus riches, à des entreprises riches, d'avoir un contrôle indu et disproportionné sur le gouvernement. Ce qui est bien évidemment une situation non démocratique. Et c'est la situation que nous connaissons de plus en plus aux États-Unis et dans d'autres pays. Au fond, lorsque Michel Foucault parle de la gouvernementalité, c'est-à-dire de la façon dont est gérée la souveraineté au niveau des pouvoirs publics, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise parce que beaucoup d'entreprises sont plus puissantes qu'une majorité d'États membres de l'Organisation des Nations Unies. Et il n'y a pas de dispositif pour le moment pour les faire rentrer dans le rang. Ça, c'est peut-être aujourd'hui un des problèmes majeurs du système de pouvoir néolibéral. Et évidemment, c'est triste que Michel Foucault ne soit plus là, puisque, évidemment, lui qui a vu de façon quasiment prophétique émerger le courant néolibéral, serait prodigieusement intéressé par le dérèglement de ce système à travers cette mise en compétition qu'on voit tous les jours des États nationaux par les firmes multinationales qui disent écoutez, je veux bien venir m'implanter chez vous, mais alors il faut que vous me fassiez un environnement juridique, social, hospitalier, hein, et nous nous comprenons.
Aujourd'hui, la seule instance politique qui soit en mesure de faire contrepoids aux entreprises, ce sont des puissances impériales. Et pour le dire en bref, c'est la Chine et les États-Unis. L'Europe pourrait le faire si l'Union européenne n'était pas dans l'état où elle est. Mais c'est un être qui n'a ni tête politique ni base démocratique. Alors c'est assez mal armé pour la survie entre les deux autres grands empires. Et les États-Unis actuellement se sont dotés des outils qui leur permettent quand leur intérêt le commande, d'imposer leur volonté aux grandes entreprises. Le pouvoir du capital, à mon avis, dépasse aujourd'hui le pouvoir politique dans la mesure où le pouvoir du capital, il n'est pas explicité, il n'est pas visible, il est dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que les gens qui sont censés nous rendre compte, donc les politiques, ne sont pas les véritables maîtres du jeu. C'est-à-dire que ce qui a quand même été la répartition du pouvoir dans le monde occidental du siècle dernier, c'est une forme de séparation des pouvoirs, où le pouvoir politique était censé être le réceptacle de la recherche de l'intérêt général. Et le pouvoir financier, l'émanation de l'ancien régime, qu'il fallait contenir d'une manière ou d'une autre. Et là, du fait du passage de l'économie d'endettement à l'économie de marché financier, du fait d'une financiarisation inouïe de l'économie, on se retrouve avec le pouvoir politique qui n'a plus les moyens de sa vision. Et on arrive à cette situation très paradoxale qui est la situation contemporaine, où on a d'un côté des dirigeants politiques qui nous disent l'État, c'est comme une entreprise, start-up nation. Donc l'État sera une entreprise qu'il faut gérer comme une entreprise, avec un budget comme une entreprise, ce qui, du point de vue juridique, est quand même d'une grande bêtise. Et puis, d'un autre côté, on nous dit les entreprises doivent se soucier de la nature, elles doivent lutter contre les inégalités, financer des hôpitaux, c'est-à-dire elles devraient se charger de ce dont l'État ne se charge plus. Donc ça, c'est plutôt les symptômes des désordres de la globalisation que d'une pensée réfléchie sur l'articulation entre pouvoir économique et pouvoir politique. Il y a une réunion tous les ans, le premier week-end de janvier, qui réunit 12 000, 15 000 économistes dans une ville américaine où des économistes du monde entier se rassemblent. C'est un énorme show. Et il y a 3 ou 4 grands discours d'économistes très connus. Et il y a 2 ans, une économiste française extrêmement connue qui s'appelle Esther Duflo a fait un discours qui s'intitulait littéralement « L'économiste comme plombier ». Dans lequel elle disait, voilà, elle défendait que le rôle de l'économiste aujourd'hui, ça devait être d'étudier les tuyaux, de réparer les fuites, etc. C'est une économie du développement, donc c'est au lieu d'avoir des grandes théories, elle défendait l'idée qu'au lieu d'avoir des grandes théories, il valait mieux aller sur le terrain, regarder par exemple en termes de développement, au lieu d'avoir une théorie du développement, comment est-ce qu'on pouvait faire pour envoyer plus d'enfants à l'école, est-ce qu'il fallait plus de vaccins, est-ce qu'il fallait plus de livres, est-ce qu'il fallait les vermifugés, est-ce qu'il fallait leur donner des moustiquaires, etc. Et donc que ce rôle devait être ça. Et donc vous imaginez bien que si les économistes qui déjà se pensaient plus philosophes, mais physiciens, puis ingénieurs, puis maintenant plombiers, leur rôle ne peut pas être de concevoir de nouveaux systèmes sociaux, de penser des rapports de force hyper larges et de penser l'arc de l'évolution du capitalisme. Les économistes ont abdiqué ce rôle et on le voit dans les entités que revendiquent les économistes, et ça laisse une chaise vide sur comment penser un bon système, y compris un bon système économique. Et toute la question, c'est qui va prendre cette place. Gramsci définit la crise comme le moment où le vieux monde résiste encore et le nouveau peine à naître.